Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On va attendre que tout le monde se connecte avant de commencer. En tout cas, on est ravis avec Amel de vous souhaiter la bienvenue au 24 heures RH organisé par Parlons RH, sachant qu'on a l'immense honneur d'être les premiers intervenants de cet événement. Carrément. Ouais. Donc, merci à tous en tout cas d'être présents ce matin. Ça nous fait grand plaisir. Donc aujourd'hui, ça va être un premier sujet super intéressant. Donc le recrutement sans filtre plongé dans l'expérience candidat de demain. Donc on va parler authenticité, on va parler expérience. Et pour cela, je suis accompagnée de Kamel Medjabra, donc Head of Employer Branding and Talent Acquisition chez Decathlon France. Bonjour tout le monde, bienvenue. Voilà, j'espère que vous êtes bien réveillés, que vous avez la forme, que vous êtes peut-être à fond la forme pour rester un peu corporate. Merci beaucoup. Donc je serai bien évidemment en compagnie de Tiffaine Gallier, donc directrice consulting chez Great Place to Work. Un grand merci pour l'invitation, Tiffaine. J'ai bien évidemment accepté cette invitation quand on me parle de gagner la guerre des talents grâce à l'innovation, la guerre du recrutement, la guerre des talents grâce à l'innovation, innover, se projeter dans le futur, dans le monde de demain, être disruptif. Forcément, ça me parle. Et je suis ravi d'être avec toi pour partager ce moment avec toutes les personnes qui nous suivent ce matin. Yes, plaisir partagé. En tout cas, pour ceux qui nous ont rejoints, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans l'onglet questions. Donc, qui est de l'onglet qui est la petite case qui est juste à côté de la case chat. Comme ça, nous, on va pouvoir regarder vos différentes questions et y répondre tout au long de la présentation. Donc alors, quelques mots sur Great Place to Work pour commencer. Je ne veux pas faire long, mais c'est histoire que tout le monde soit raccord sur ce que nous faisons. Donc, Great Place to Work, nous avons une mission qui est assez forte. C'est construire une société meilleure en aidant les organisations à devenir des Great Places to Work pour tous. Donc, ce qui fait que nous, on va aller travailler sur la qualité du travail, management, marque employeur, même les valeurs d'entreprise, les valeurs managériales. On va aller travailler sur tous ces sujets. Et ce, auprès d'un maximum d'organisations. Donc, on en a des grandes comme Decathlon, des plus petites. On a plein de clients différents. Et vraiment, le pour tous, c'est important pour nous. C'est-à-dire que normalement, ce type d'initiative, on doit réussir à le faire vivre, à le faire sentir dans tout type d'organisation et pour tout type de collaborateurs, collaboratrices au sein de ces mêmes organisations. Donc, rapidement, notre engagement, nous et nos différents métiers, ça va être assez simple. On va être vraiment là en audit de la qualité du travail des organisations, donc avec des diagnostics. Ça va être aussi du conseil, de l'accompagnement autour de projets d'enquête ou de labellisation, mais même quand il n'y a pas ce type de projet, quand on a envie de structurer sa communauté managériale, par exemple, on peut être aussi présent. Et puis, on a toute cette partie inspiration, notamment les labels, le programme de reconnaissance que vous connaissez sans doute, et voilà, programme de reconnaissance dans lequel Decathlon a été un habitué pendant longtemps. Et Tiffaine, ce qui est important aussi dans ce programme de labellisation, c'est qu'autant en externe, ça nous permet d'attirer les talents, de leur donner envie en tout cas de s'intéresser à nous. Mais ce qu'on soupçonne peut-être un peu moins et qui est hyper puissant, c'est aussi cultiver la fierté d'appartenance à l'entreprise en interne, où nos collaboratrices, collaborateurs sont fiers finalement d'être dans une entreprise où il fait bon vivre. Donc ça aussi, c'est fort. Donc à la fois, on va adresser le sujet d'attirer les talents, et en même temps, pourquoi pas fidéliser ceux qu'on a déjà chez nous. Voilà. Donc Absolument. Absolument, et c'est une parfaite transition sur notre premier point finalement qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'est le fait de promouvoir une marque employeur authentique et justement faire le nécessaire pour que l'interne et l'externe se répondent et être sûr comme ça d'embarquer un maximum de parties prenantes. Donc quelques chiffres. Histoire qu'on soit d'accord sur le constat. Donc, cette étude de 2021 nous montre que 95% des candidats se renseignent sur Internet avant de postuler à une offre d'emploi et ces recherches portent sur la réputation de l'entreprise, sur ses valeurs et sa culture. Donc, effectivement, il s'agit de ne pas louper le coche quand il s'agit de mettre en avant, de promouvoir votre marque employeur sur ces parties-là en plus en particulier. Cette autre étude de 2020 nous dit que 50% des candidats disent ne pas vouloir travailler pour une entreprise ayant une mauvaise réputation, même pour un salaire plus élevé. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier qui,
Kamel nous expliquera ça aussi, mais en termes de génération, que c'est peut-être un peu plus structuré avec la génération Y puis la génération Z, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ressort en ce moment et qui donc nécessite une prise de conscience, une prise en main de ces sujets par les entreprises. Et d'ailleurs, Tiffaine, le directeur de l'ESSEC, me disait, pas très longtemps, c'est la même chose pour eux en école. Autant nous, en entreprise, on est challengés sur notre sens, notre engagement, ce que l'on mène concrètement, notre impact finalement. Et puis les écoles aussi elles-mêmes sont de plus en plus challengées, hein. Peu importe leur notoriété, leur réputation, à un moment donné, ils se questionnent déjà sur l'engagement de l'école, avant même l'engagement de l'entreprise. Donc c'est hyper intéressant, effectivement. Tout à fait. Mais donc, ce qui fait que c'est effectivement important ce que vous véhiculez finalement vis-à-vis de l'extérieur. Et pourtant, cette autre étude là de 2020 nous dit que 19% des employés perçoivent un alignement fort entre ce que l'entreprise dit d'elle-même et leur expérience en tant que collaborateur. Et ça, c'est quand même extrêmement interpellant. C'est-à-dire c'est important d'avoir un message en externe. Les candidats ont besoin d'avoir des éléments, mais entre ce qui est dit et ce qui est vécu une fois qu'on est dans l'entreprise, il y a un écart qui est énorme. Et donc, ça, c'est un vrai danger en termes de marque employeur, en termes de réputation. J'ai vu qu'il y avait une petite question sur les études. Alors, je n'ai pas en tête, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, le nombre de candidats qui ont été interrogés au niveau de ces études-là. Je vous laisserai regarder parce que je vous ai mis la source. Mais voilà, je ne veux pas vous dire de bêtises sur le nombre de candidats interrogés. Donc, ce qui fait que une fois qu'on est d'accord sur ce constat-là, il faut qu'on définisse correctement ce qu'est la marque employeur et comment est-ce qu'on la développe de manière authentique. Donc, la marque employeur, qu'est-ce que c'est? Donc, on a cette chance-là d'avoir une définition basée sur des travaux de recherche. Donc, c'est l'ensemble des avantages fonctionnels, économiques et psychologiques inhérents à l'emploi et avec lesquels l'entreprise, à titre d'employeur, est identifiée. Donc, avantages fonctionnels, ça va être l'utilité, l'intérêt du travail, les activités de développement professionnel pour le salarié. Donc, des choses assez classiques sur vraiment le développement. L'avantage économique, donc ça coule de source financier, matériel, c'est tous ces avantages-là. Et les avantages psychologiques, ça va être le sentiment d'appartenance et de contrôle sur sa vie. Donc, le côté un peu sécurité aussi du fait d'avoir un emploi. Et sentiment d'appartenance, donc qui peut être relié avec ce que vous disiez, Kamel, sur la fierté aussi d'appartenir à une entreprise. Et donc, à quel enjeu ça correspond, cette marque employeur? Eh bien, c'est assez intéressant parce que ça va répondre à pas mal de différents enjeux. D'abord, les enjeux RH et managériaux, donc le nombre et la qualité des candidatures, bien évidemment. Le développement de la cooptation, puisque des collaborateurs qui vont être fiers et qui vont bien comprendre aussi votre spécificité vont être en capacité d'aller vous recommander. La réduction du turnover, puisque fierté d'appartenance des collaborateurs, acquisition de compétences, fierté d'appartenance, motivation. Mais il y a aussi des enjeux externes, et ça, c'est important de les garder en tête. L'accroissement de la notoriété, et on l'espère plutôt en bien. L'amélioration de la réputation, la contribution aussi à la marque territoriale. Ça, c'est important, puisqu'il y a beaucoup d'organisations qui ont des implantations un peu partout sur le territoire, en France ou à l'étranger, et avoir cette possibilité d'avoir un poids, une influence sur le territoire en tant qu'employeur, eh bien, ça peut vraiment jouer, que ce soit sur la qualité des candidatures, mais aussi sur la réputation. Et enfin, ça peut être important sur l'acquisition et la fidélisation des clients, que l'on soit en B2C comme Decathlon, où effectivement, c'est l'une des marques préférées des Français. Et ça, effectivement, ça se ressent. Et il y a sans doute une raison à cela. Alors, pas que leur travail sur la marque employeur et la qualité de vie au travail, mais sans doute que ça joue malgré tout. Et puis, même quand on est en B2B, maintenant, ce sont des choses importantes. La qualité de vie au travail, ça peut être considéré, on a beaucoup de clients maintenant qui nous demandent des papiers pour montrer qu'ils travaillent sur cette qualité de vie au travail pour répondre à des appels d'offres. Donc, ça commence à être quelque chose d'assez important. Et donc, la clé du succès de cette marque employeur, c'est l'alignement interne-externe. C'est-à-dire que votre promesse employeur, dedans, il va avoir votre valeur, votre culture, les pratiques managériales, les possibilités d'évolution. Je voyais dans le chat et je suis tout à fait d'accord, votre politique RSE, votre raison d'être, etc. Et ça va aller nourrir deux canaux. Le premier, c'est l'image de l'entreprise en interne, qui va être un levier de fidélisation et qui va jouer sur la perception des collaborateurs, mais aussi l'image de l'entreprise en externe. Donc, ça va être
un levier réputationnel, et donc ça va jouer sur la perception des candidats. Et donc l'un ne peut pas se faire sans l'autre. Et donc, quand on parle de marque employeur, il faut imaginer comme un cycle. C'est-à-dire que quand on parle de marque employeur, on ne parle pas que de marque employeur pour les candidats. C'est plus complet que ça. C'est-à-dire que vous allez commencer par l'attractivité, susciter l'envie du candidat, et c'est normal, on essaie de l'attirer. Et on va mettre en avant votre culture, vos valeurs, vos pratiques, les comportements attendus, même au-delà du poste. Donc ça peut être le fait d'avoir une stratégie multicanale, des témoignages de salariés, etc. Je ne vais pas trop détailler puisque Kamel nous en parlera plus en détail. Une fois que vous avez gagné cette partie d'attractivité, il s'agit de fidéliser, de considérer finalement le collaborateur qui est chez vous. Et là, il va falloir garantir une expérience collaborateur de qualité, que ce soit en travaillant votre management, la fierté et la convivialité. Alors avec, je surligne 2 fois le mot management, surtout. Et enfin, une fois que vous l'avez fidélisé, vous pouvez même aller plus loin et aller mobiliser finalement ce collaborateur pour qu'il devienne et qu'il reste ambassadeur, donc en leur permettant d'incarner votre marque employeur, enfin votre marque tout court, dont sa composante marque employeur, et voire même que ce soit pour les collaborateurs actuels, mais aussi les anciens qui peuvent continuer à être promoteurs de votre marque une fois partis. Donc voilà, il y a différentes choses comme ça qui peuvent se faire, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que la marque employeur interne, marque employeur externe doivent être reliées et que la marque employeur en soi, c'est bien attractivité, fidélisation, mobilisation. Une fois qu'on est clair là-dessus, il va falloir définir sa proposition de valeur. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que spécifiquement le candidat vous rejoindrez vous en particulier. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup avec nos clients et notamment se dire que pour toute affirmation, vous voyez en haut de la pyramide, pour toute affirmation, il faut expliquer vos grands messages clés et pour chaque message clé, il faut illustrer. Oserais-je dire, il faut prouver ce que vous dites. C'est-à-dire des faits, des chiffres, des anecdotes, des exemples, des témoignages, etc. Je pense qu'on est assez conscients, tous autant que nous sommes ce matin, que toute communication institutionnelle d'une entreprise peut être remise en cause. La confiance quant à ce type de communication est quand même bien érodée. Mais alors que ce soit la communication marque employeur, mais n'importe quelle communication au sein de notre société, malheureusement. Donc, ce qui fait que pour tout élément que vous proclamez, vous devez avoir des éléments de preuve. Et ça, c'est extrêmement important. Sinon, le candidat, de toute façon, va vous challenger sur ces points-là. Donc vraiment, gardez bien ça en tête avec 5 questions. Est-ce que votre proposition de valeur est bien attractive auprès des collaborateurs et des candidats? Est-ce qu'elle est bien alignée avec votre vision? Est-ce qu'elle est bien crédible? Est-ce qu'elle est assez différenciante? Et est-ce qu'elle est aussi assez inclusive pour toucher toutes vos cibles? Et une fois que vous avez ça, c'est déjà bien. Le plus gros est fait. Donc voilà, ça c'était vraiment, disons, la base, promouvoir donc une marque employeur authentique et comprendre comment celle-là fonctionne et cet alignement fort entre interne et externe. Alors, je regarde juste s'il y a quelques questions avant de passer à la suite. Oui, bon, ça, c'est parfait. Kamel, tu as fait un très bon travail. Tout est réglé. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, eh bien, on va aller dans le détail et réfléchir sur comment est-ce qu'on décrit en fait cette employee value proposition, naturellement en gardant en tête notre pyramide, c'est-à-dire pour chaque affirmation, une explication, pour chaque explication, des éléments de preuve. Donc pour ce faire, pour décrire en fait cette employee value proposition, votre promesse employeur, il faut mettre en avant ce que vous faites de bien en termes d'expérience collaborateur. Mais quand on dit expérience collaborateur, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, l'expérience collaborateur, ça va être l'ensemble des perceptions que ressent le collaborateur au sein de son organisation tout au long de son parcours professionnel. Et donc, il va y avoir 3 éléments clés, l'expérience émotionnelle, relationnelle et fonctionnelle. Et donc, votre employee value proposition doit bien mettre en avant ce que vous faites sur l'ensemble de ces expériences, mais naturellement, en lien avec les attentes de votre cible, de votre candidat cible, mais il ne faut pas qu'il y ait de trous dans la raquette. C'est-à-dire que, par exemple, si dans votre employee value proposition, vous ne parlez que d'expérience fonctionnelle, c'est-à-dire la rémunération, les perspectives professionnelles, c'est la base, c'est très bien,
mais on loupe quelque chose. C'est dommage parce qu'en fait, on ne joue pas, par exemple, sur l'expérience émotionnelle, la fierté de travailler dans l'organisation, vos valeurs, votre politique RSE, que sais-je. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses qu'on pourrait mettre en avant qui pourraient cliquer et attirer davantage le candidat que uniquement la rémunération et les perspectives professionnelles. Donc, il faut bien avoir en tête l'ensemble de ces expériences. Et d'ailleurs, ces expériences peuvent aussi être matérialisées autour d'une roue, comme ça, un cycle finalement de l'expérience collaborateur. Donc là, vous voyez qu'on va commencer par attirer et recruter, et on va suivre ce cercle. On a accueillir, engager, développer, reconnaître la performance, et éventuellement, parfois, ça arrive, la sortie. En fait, pour chaque point rouge, il faut réfléchir à ce que vous faites. Est-ce que vous avez des pratiques RH et managériales qui sont au rendez-vous et que vous pourriez valoriser en externe avec des éléments de preuve, encore une fois, des témoignages de collaborateurs, des indicateurs d'impact. Et c'est extrêmement important d'avoir une bonne cartographie finalement de ce que vous faites. Après, vous mettez en avant tout ou partie en fonction de la cible que vous visez. C'est important aussi de se dire que au-delà des pratiques RH et managériales, disons un peu, entre guillemets, bête et méchante, type la grille de rémunération, ce genre de choses, n'hésitez pas à y mettre votre patte, votre identité, votre ADN. Qu'est-ce qui fait que chez vous, ce sera différent? Et c'est vrai que c'est important, et c'est pour ça qu'on voulait dire recrutement sans filtre. C'est sans filtre, c'est-à-dire vous, en tant qu'employeur, ne mettez pas trop de filtres entre votre identité, qui vous êtes réellement, et ce que vous proposez au candidat, puisque de toute façon, une fois qu'il sera rentré, ce candidat verra bien qui vous êtes réellement. Donc, il y a ce vrai travail de mapping, de cartographie et d'expression de qui vous êtes. Alors, naturellement, pour vous aider sur les éléments de preuve, différentes choses peuvent être mises en place. Alors, ça peut être des choses simples, des témoignages de collaborateurs, des indicateurs d'impact, que vous pouvez récupérer par ailleurs. Mais effectivement, je ne ferai pas mon travail de Great Place to Work sans vous parler du Trust Index, donc qui est le nom de notre enquête de qualité de vie au travail, qui permet de mesurer justement cette expérience collaborateur autour de 60 questions fermées, 2 questions ouvertes, et ce sur 5 dimensions. 3 dimensions managériales, crédibilité, respect, équité, et ensuite fierté et convivialité. Dans la crédibilité, respect, équité, on va y retrouver notamment tout ce qui est communication ascendante-descendante, transverse, distribution des tâches, reconnaissance matérielle et immatérielle, association aux décisions, collaboration, etc. Donc, on a énormément de sujets que l'on va aller mapper finalement avec cette enquête, et qui va donc vous permettre d'aller mesurer et d'avoir des chiffres à finalement mettre au regard de vos messages, de vos affirmations pour la suite. Et si jamais votre enquête est suffisamment bonne, eh bien, vous avez la possibilité d'être labellisé. Et encore une fois, donc, ce côté label, ça ne tient effectivement que si c'est bon en interne. On ne fait que rayonner finalement de l'interne vers l'externe. Ce programme de reconnaissance, alors pour vous l'expliquer rapidement, donc chez Great Place to Work, nous avons un programme de reconnaissance à 3 marches. Première marche, la certification. Donc pour cela, il faut avoir fait le Trust Index, il faut avoir eu un taux de réponse minimum pour que ce soit représentatif, et ensuite, il faut avoir eu 65% de réponses positives. Si nous avons cela, eh bien vous êtes certifié sur 1 an. Si vous êtes certifié, vous avez la possibilité de participer au palmarès Best Workplaces de votre année. Ce palmarès, en fait, va mettre en avant les meilleurs certifiés de l'année par catégorie de taille. Donc, par exemple, Decathlon, pendant longtemps, nous les avons eus sur les plus de 2500 collaborateurs. Et là, effectivement, ça va être intéressant parce qu'on va prendre le Trust Index, mais aussi, alors là, c'est pour les entreprises de plus de 1000 collaborateurs, on va leur demander un dossier culture audit, alors c'est-à-dire un document qui va nous expliquer les pratiques RH et managériales sur certains sujets, parce qu'effectivement, quand on arrive à plus de 1000 collaborateurs, nous, on aime bien quand même être bien certain finalement que les pratiques sont bien vivantes et bien solides.
Une fois qu'on est au palmarès, donc on peut profiter justement de ce deuxième label pendant 1 an également. Et puis, on peut être aussi Best Workplaces for Women. Donc ça, c'est un troisième label que l'on a développé il y a 3 ans déjà, où en fait, on va prendre les personnes qui sont au palmarès et on va aller y appliquer de nouveaux critères spécifiquement sur la population féminine. Donc notamment sur la représentativité des femmes dans l'organisation et au poste de management, mais aussi sur des questions du Trust Index en ne prenant que la perception des femmes. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça vous permet d'avoir marche après marche finalement la reconnaissance de tous vos efforts, mais basée sur, et en grande majorité, sur la perception de vos collaborateurs. Donc, on nourrit cet alignement interne-externe. Et effectivement, alors que ce soit avec, alors là pour le coup c'est des chiffres qui sont en lien avec notre programme de reconnaissance, mais je pense que c'est quelque chose de toute façon qui ne peut que vous aider de mettre en avant des éléments de preuve, ça va avoir un impact direct sur votre marque employeur. Et parce que ça va vous forcer à vraiment travailler les vrais sujets en interne chez vous. Donc là, par exemple, quelques chiffres. Il y a 88% de collaborateurs des Best Workplaces, donc les entreprises qui sont au palmarès, qui recommandent leur organisation, versus 57% des salariés français. Ce chiffre de salariés français, c'est parce qu'on fait une étude auprès d'un échantillon représentatif de salariés français tous les ans, et on est autour de 4500-5000 salariés dans ce panel représentatif. De la même manière, 80% des collaborateurs des Best Workplaces déclarent vouloir rester dans l'organisation sur le long terme versus 57% des Français. Donc on voit vraiment le gap, mais qui s'explique, parce qu'il y a un vrai travail sur l'expérience collaborateur en interne et on ne fait que faire rayonner tout le travail qui a été mené en interne. Et pareil sur l'attractivité des talents, je passe les chiffres, mais enfin vous les voyez sur la slide. Et donc Amel, alors comment ça fonctionne chez Decathlon? Une fois que j'ai dit tout ça, donc la théorie, comment est-ce que toi tu mets ça en pratique? Comment est-ce que tu as pu développer ta plateforme de communication employeur chez Decathlon? Ouais, super, merci pour le partage des informations précédentes. C'est vrai que l'alignement entre l'interne et l'externe est hyper important, la mesure est hyper importante pour nous. J'aimais bien ton schéma, ton cercle et cette journée, ce parcours du collaborateur avec pas mal d'expérience. Je considère que nous, les équipes qui travaillent sur le recrutement et la marque employeur, aujourd'hui, on doit se considérer comme une porte d'entrée et de sortie, donc une porte finalement, où les collaborateurs donc arrivent. Et on sait très bien que les personnes vont partir à un moment donné, dans d'autres entreprises, en retraite, pour plein de raisons. Et donc du coup, on est une porte. Voilà, j'aime bien cette vision-là du recrutement, porte d'entrée, porte de sortie à un moment donné. Alors, sur nous, la plateforme de communication employeur, ce qu'il faut savoir, c'est que pour poser une bonne base de plateforme, il faut étudier les 3 images que vous voyez à l'écran. Donc, l'image perçue, l'image vécue et l'image voulue. L'image perçue, c'est la perception qu'on a de l'entreprise. C'est hyper intéressant parce que des fois, on pense avoir une image, mais qui n'est pas l'image que l'on fait rayonner en externe. Donc, c'est hyper intéressant. S'il n'y a pas de décalage, c'est super. Généralement, il y a quand même un petit gap. Ensuite, l'image vécue. L'image vécue, justement, on s'est appuyé de nombreuses reprises sur Great Place to Work pour connaître le ressenti de nos collaboratrices, collaborateurs, savoir ce qu'ils vivent au quotidien avec sincérité. Ce qui est intéressant, alors on a bien évidemment une enquête interne. Dans le monde entier, chez Decathlon, pour nos 67 pays, on a une enquête qu'on va dispenser là, d'ici fin d'année. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans une enquête externe, c'est que déjà, tu vois, on sent, Tiffaine, que nos collaborateurs disent les choses réellement. Voilà. On voit je dis pas qu'on est sévèrement noté à Great Place to Work, puisqu'on a été une Great Place to Work, mais on voit qu'ils sont plus exigeants, ils sont plus sincères, parce que c'est l'externe qui vient les sonder tout en restant anonyme. Donc c'est assez intéressant. Et puis, dernière image, c'est l'image voulue. Qu'est-ce que l'entreprise veut comme image en externe? Fort de tout ça, donc on va pouvoir commencer à travailler l'EVP, donc l'employee Value Proposition. Intéressant aussi, Tiffaine, sur la communication, le mot communication. Moi, je crois beaucoup je crois que Decathlon, c'est une marque, voilà, qui doit rayonner sous toutes ses facettes. Donc, j'utilise beaucoup moins le terme de marque employeur. La marque, c'est Decathlon. Et elle doit rayonner sous la facette commerciale, corporate, institutionnelle et également la facette employeur. Et toutes ces facettes sont interconnectées. D'où l'importance aussi d'avoir une EVP
une plateforme, en tout cas de communication employeur, connectée à la communication de l'entreprise. Et c'est ce qu'on a fait. La communication RH, voilà, est passée en communication France globale et n'est plus chez les RH aujourd'hui, pour apporter justement, pour avoir un alignement, de la cohérence et de la puissance finalement dans nos messages. Donc voilà pour le début. Ensuite, Kamel, j'ai une petite question déjà dans le chat, c'est sur l'image perçue par rapport aux actifs, etc. Comment est-ce que tu as fait? Est-ce que c'était une enquête aussi? Est-ce que c'était des focus group? Enfin, comment est-ce que tu as pu récolter cette image perçue? On a en interne un organisme qui nous permet de réaliser des sondages en externe, que ce soit pour nos clients, pour différents sujets, différentes enquêtes, voilà, qu'on a sondé. Donc après, les agences de communication peuvent le proposer. Et puis derrière, il y a plein d'organismes, enfin plein, en tout cas, il y en a quelques-uns qui peuvent permettre justement de mener des enquêtes auprès d'un échantillon. Voilà, c'est toujours un échantillon. On avait, nous, donc 600 personnes, hein, vous l'avez vu en image perçue. On a essayé de varier. Attention, ne prenons pas que les étudiants, ne prenons pas que les jeunes actifs. Prenons vraiment les candidats, les talents dans leur globalité, dans leur ensemble, pour avoir une image complète de ce que perçoivent les talents de l'entreprise. Pour l'image vécue, on avait une sorte de Google Form, hein, vous savez. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir de grands moyens autres. Hein. Le Google Form ou le Typeform, enfin, voilà, vous en connaissez sûrement d'autres, peuvent faire l'affaire. L'image voulue, c'est intéressant, ce n'est pas un questionnaire. L'image voulue, on est plutôt dans une réunion, dans un workshop, où on convie différentes personnes avec différentes expertises, différentes expériences, ancienneté dans l'entreprise, qui vont pouvoir partager sur ce qu'ils aimeraient avoir, ce qu'ils aimeraient renvoyer comme image de l'entreprise. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Là aussi, d'avoir des plus jeunes dans l'entreprise, hein, je ne parle pas d'âge, hein, des plus jeunes qui sont arrivés il y a 1 an, 2 ans, et aussi des personnes qui sont là depuis 30 ans peut-être. C'est intéressant. Voilà, c'est du partage, des échanges, il y a de l'intergénération, donc c'est hyper intéressant. Et fort de tout ça, on peut commencer donc du coup à poser notre EVP que vous voyez là. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus parce qu'il est propre à Decathlon, donc chaque entreprise doit avoir son EVP. Nous, voilà, c'est les 4 piliers qui ressortent. Et c'est les 4 piliers à la fois qui nous animent en interne, voilà, dans notre management, dans les expériences qu'on va offrir à nos salariés, à nos collaboratrices, collaborateurs, ok. Et en même temps, dès lors qu'on va prendre la parole sur les réseaux, sur LinkedIn, Instagram, si on va dans les écoles, bien évidemment, qu'on fait un amphi, une petite conf en école, ou bien un forum étudiant, peu importe, on va tourner autour de ces 4 piliers, qui sont pour nous les 4 piliers qui vont nous permettre d'être singuliers, d'être différenciants, et pour reprendre ce que tu disais au début, Tiffany, d'être vrai et d'être authentique, ce qui est hyper important. Voilà, donc on en a 4, et du coup on a cette signature qui vient accompagner les piliers, hein. Faire bouger le monde est un sport collectif. C'est important en termes d'impact, voilà, parce qu'à la fois cette signature, c'est une conviction que l'on porte en interne, et en même temps une invitation qu'on adresse à cette nouvelle génération pour leur donner envie de nous rejoindre, pour leur donner envie d'avoir un impact chez Decathlon également, peu importe le métier ou la filière. Donc voilà pour ce travail de construction d'une marque employeur qui nous a pris à peu près 10-11 mois. Voilà, souvent on me pose la question aussi, ça prend combien de temps? Prévoyez 1 an, posez-vous, reposez le concept, voilà, et une fois que c'est lancé, on l'a lancé en 2021, ben là elle vit. On est en 2023, bientôt en 2024, et on continue de la faire vivre. Voilà, donc c'est un bel investissement pour la suite. Les piliers, ce qui représentent les valeurs au final, je dirais pas ça, parce que alors forcément ils sont connectés, hein. C'est une bonne question, Estelle. Ils sont connectés, mais les piliers finalement, c'est un engagement qu'on prend, une promesse que l'on fait aux talents qui nous rejoindront, en disant voilà, si demain tu décides de nous choisir en tant qu'employeur, voici ce que tu vivras chez Decathlon. Et en même temps, c'est une promesse qu'on fait à nos talents en interne, qui sont déjà dans nos rangs, dans nos effectifs, en leur disant tu es chez nous, voici ce que tu dois vivre. Voilà. Donc c'est de l'interne, de l'externe. Et les deux sont liés, bien évidemment, comme toujours. Et de plus en plus, d'ailleurs, dans mon métier, j'ai la chance depuis 5 ans et demi d'être sur ce poste-là, avec aucune année qui se ressemble, bien évidemment. Et la direction qu'on est en train de prendre, et c'est assez récent, c'est de se dire, plutôt que de rester dans le recrutement et dans la porte d'entrée, on va aussi regarder toutes les expériences qu'ils vont vivre en interne
jusqu'à la sortie, pour savoir si chacune des expériences de formation, de rémunération, de management, de gestion de parcours, si nos outils de communication, voilà, tout ça, sont adaptés et sont bien en lien avec ces 4 piliers. Ça, on va de plus en plus mettre notre nez là-dedans pour savoir si toute l'expérience vécue est conforme à la promesse renvoyée en externe. Donc effectivement, ça c'est très intéressant et j'aime beaucoup le fait que finalement une signature qui est bien marketée, qui est très attractive, finalement soit quand même le fruit de tout un travail et qu'en fait c'est pas juste une phrase voilà qui sort du chapeau d'un communicant, même si enfin c'est très bien aussi, mais on sent que c'est bien travaillé et ça c'est vraiment très très fort quoi, très très structuré. Donc, une fois qu'on s'est dit qu'il faut promouvoir une marque employeur authentique et que l'on sait et que l'on a décrit son employee value proposition, eh bien, l'idée aussi, c'est de déployer une expérience candidat aussi fidèle à votre ADN, puisque le candidat va bien sûr être attaché au message, à votre employee value proposition, mais aussi à la forme, les canaux de communication, comment vous allez atteindre finalement ce candidat sur autre chose que uniquement le message. Donc, pour ce faire, la stratégie, elle est quand même assez simple, hein. C'est-à-dire, on va identifier sa cible. Et pour comprendre la motivation des candidats, ce n'est pas la même chose si on essaye d'attirer quelqu'un qui a déjà 10 ans d'expérience, probablement une famille, qui a envie d'un équipe pro-perso éventuel ou que sais-je. Si on prend un jeune diplômé, si on prend quelqu'un qui est en reconversion totale, tout cela, en fait, va jouer sur ce qu'on va aller mettre plus ou moins en avant par rapport à vos messages et par rapport aux canaux de communication. Typiquement, enfin, j'ai appris récemment pour dire que je suis presque déjà trop vieille entre guillemets pour ce qui se passe aujourd'hui. Mais donc, paraît-il que maintenant on recrute sur TikTok. Bon, moi je ne vais pas sur TikTok, mais donc voilà. Typiquement, c'est quelque chose à prendre en considération si vous cherchez, par exemple, des alternants, des jeunes diplômés, etc. Eh bien, sachez que, par exemple, un des canaux de communication, ça peut être TikTok. Désolé de te couper. Alors, une question d'Aline. Qui nous dit comment chez Decathlon on arrive à assurer que l'expérience collaborateur répond aux 4 piliers tout au long de la vie du collaborateur. Aujourd'hui, alors on n'est pas encore assez armé au sein de mon équipe Talent Acquisition pour le garantir sur chacune des expériences. Par contre, il y a quand même les enquêtes, que ce soit avec Great Place to Work en externe, avec Choose My Company sur la cible étudiante, que ce soit nous, notre enquête bien évidemment interne aussi que l'on mène. Ça nous permet de voir aussi avec les questions à quel moment ça peut coincer, à quel moment ils sont hyper contents de travailler chez Decathlon. Donc, ces enquêtes sont hyper importantes et nourrissent du coup notre équipe pour assurer que l'expérience soit bonne et puis le drive finalement dans l'écriture de nos stratégies et de nos plans d'action sur les années à venir. Tout à fait. Et donc voilà, on a cette identification de cible et ensuite, une fois qu'on a identifié cette cible, alors ça peut être par exemple en utilisant la méthode du persona, assez simplement une méthode qui nous vient du marketing. Eh bien ensuite, il s'agit d'aller identifier vraiment les messages clés à pousser avec les éléments de preuve qui correspondent à ces messages et de les rendre visible, facilement identifiable, rattacher aussi visuellement des initiatives à un projet aussi plus global de l'organisation. Et donc, alors, dis-nous, Kamel, quelles sont tes cibles? Qu'est-ce que tu as réfléchi en termes de génération? Ouais, ce qui est intéressant, alors j'invente rien du tout, finalement, j'essaie juste sur une slide de poser ce que l'on constate, je pense toutes et tous. On a souvent opposé, en tout cas, ce qui est intéressant de la génération X à la génération Z, la vie pro et la vie perso. La vie pro était plus importante pour la génération X, carriériste, sécurité de l'emploi. Pour la génération Z, je pense qu'on vit toutes et tous aujourd'hui, c'est plutôt la vie personnelle qui est plus importante et au cœur des préoccupations, en tout cas de leurs préoccupations. Et on se rend compte que les générations qui arrivent, Alpha, qui grandissent aujourd'hui dans un monde où le télétravail existe en France, et existe bien pour le coup, est bien ancré, ils vont rechercher des expériences de vie. On va plus les opposer. On va plus opposer la vie perso, la vie pro. On va plutôt parler d'une vie et on va rechercher des expériences de vie. Et le travail
Donc, du coup, va être une expérience de vie comme une autre. Voilà, faut qu'on l'ait en tête et qu'on puisse déjà se préparer à ça. Et du coup, finalement, en transition à la slide qui arrive, c'est-à-dire on révolutionne en quelque sorte la fonction RH, où on devient des créateurs d'expériences humaines. Tout comme on le fait pour nos clients, par exemple chez Decathlon, où on se doit d'écouter nos clients, d'avoir de la data pour mieux les connaître afin de mieux les servir. Aujourd'hui, on va considérer nos collaborateurs comme des clients à leur service en essayant chaque jour d'améliorer leur expérience pour les satisfaire, les fidéliser et leur donner envie de consommer l'entreprise, donc de venir travailler, ainsi de suite. On pose souvent une question, Tiffaine, le télétravail chez Decathlon, comment il est vécu, quelle stratégie, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà, tous les métiers ne sont pas éligibles, ça c'est une chose. Mais au-delà de ça, moi je pense que le vrai défi, c'est pas forcément de s'intéresser au télétravail, mais c'est surtout se dire en tant qu'employeur, quelles expériences on fait vivre à nos salariés qui viennent en entreprise. Voilà, c'est de leur donner un intérêt de se déplacer, voilà, d'être dans les bouchons, d'être dans les transports en commun pour vivre une expérience. Dès lors qu'on aura garanti de faire vivre une expérience, il n'y aura même plus forcément de sujet. Parce que naturellement, déjà, on sera porté vers ça, on aimera aller, on se dirigera au travail, on aimera aller au travail parce que il y aura un intérêt. Mais si demain, effectivement, télétravailler ou bien d'aller au travail, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de plus-value. Donc effectivement, oui, là on se pose la question du pourquoi pas full télétravail, puisqu'il n'y a aucun intérêt à venir travailler. Donc voilà, on devient des créateurs d'expériences humaines. Alors bien évidemment aussi quand on parle de marque employeur, quand on parle de talent acquisition, on parle bien évidemment de la population young talent et de l'engagement qu'on peut avoir auprès d'eux pour préparer le futur de l'entreprise. C'est ce que je dis, moi, aux stagiaires, aux alternants chez Decathlon. Je leur dis, vous êtes le futur de l'entreprise. On compte sur vous. Et donc, c'est hyper important de miser sur l'alternance et le stage, de donner la chance de la première expérience. Et vous voyez, donc ça, c'est les chiffres que j'ai pu mettre de 2022. Et d'ailleurs, la chance de la première expérience, elle peut commencer très tôt. Vous le voyez, hein, le stage de découverte fait partie aussi de nos stratégies pour mettre des petites graines. Voilà. Alors, Decathlon, souvent, on nous dit, oui, bon, vous êtes tiré, voilà, vous êtes une des enseignes préférées des Français, ça doit être simple pour vous. Alors non, pas forcément. Pas forcément, c'est vrai que on jouit d'une belle cote de popularité. Par contre, on est confronté à la même réalité du marché de l'emploi. Je vous donne un exemple concret, donc sur les métiers de technicienne, technicien atelier, voilà, où on doit accélérer l'entretien, la réparation, donner une seconde vie à nos produits, on a besoin de recruter. Une pénurie sur le marché de l'emploi. Ce qu'on a essayé de faire pour innover, hein, c'est aussi le sujet de ces 24 heures RH, on doit innover dans ce marché du recrutement, ce marché du travail. Donc on a créé notre CFA. Il y a beaucoup d'entreprises, voilà, on n'est pas les seuls à l'avoir créé, en se disant on va être une école à part entière et on va attirer des talents qui soient des talents jeunes qui ont peut-être 16 ans jusqu'à même 59 ans. Hein. On en a aujourd'hui hein, dans nos classes. Parfois éloignés de l'emploi, peu importe. Parfois pas avec les codes du recrutement, les codes de l'emploi, peu importe. Le prérequis, c'est savoir lire et écrire et d'avoir une belle personnalité. Donc là, on est dans le vieil adage qu'on utilise chez Decathlon. Plus que des diplômés, nous recrutons des personnalités. Puisque après, le diplôme, c'est nous qui le donnons, c'est nous qui certifions ces personnalités à la fin. Donc voilà une action si concrète qui permet de lutter contre la pénurie sur certains métiers. Je vous parlais d'expérience, donc forcément, je vous montre cette roue de la fortune. J'aime bien l'appeler comme ça. Elle y ressemble un petit peu, hein, on va se le dire. Mais en tout cas, c'est plutôt que la roue de la fortune, on a la roue des processus RH, en commençant par la GPEC, hein, le Workforce Management, et puis on va jusqu'au offboarding. Donc c'est hyper intéressant de voir ces processus finalement comme des expériences à offrir. Voilà, souvent on parle de processus, ce qui est le cas, d'outils derrière qui viennent servir ces processus. Moi je serais plutôt friand de dire, parlons plutôt d'expérience, de points de contact avec nos collaborateurs, et on doit se challenger pour qu'ils obtiennent les meilleures expériences possibles sur chacun des points. Et vous l'avez vu, jusqu'au offboarding. Donc nous, on a travaillé notamment les premières expériences pour renforcer le talent acquisition et le onboarding. On est en train de faire un test sur le offboarding, voilà, pour mettre des moyens aussi sur les derniers moments que l'on vit au sein de l'entreprise. Je fais le parallèle avec le magasin. Si votre expérience se passe très bien, mais qu'à un moment donné, en caisse, ça se passe mal, je vous garantis, vous sortez du magasin, vous retenez une mauvaise expérience. Pourtant, tout s'est bien passé juste avant.
Donc, c'est important aussi de mettre les moyens sur le offboarding. Voilà, il y a quelques questions, Tiffaine? Oui, alors sur les questions, donc on en a certaines. Donc, on avait Juliette qui nous demandait des exemples de bonnes pratiques en matière d'expérience candidat, mais ça arrive puisque tu vas entrer dans le vif. D'ailleurs, ça me fait dire que nous avons plus que 5 minutes. Je pose ça là. Effectivement, on avait aussi le rôle des RH et notamment le lien avec le management et le lien aussi avec, notamment, il me semble que, alors, est-ce que c'était Julien qui demandait quel lien avec les services RH et paie surtout. Voilà, donc plutôt comment est-ce que bon, je pense qu'il y a deux questions fortes. C'est des exemples de ce que tu fais pour les candidats pour les attirer. Et la deuxième chose, c'est le rôle. Comment est-ce que tu as créé peut-être un réseau d'alliés en interne entre les managers de proximité, les autres points RH, quoi. Ouais. Mais effectivement, peut-être pour juste foncer sur la partie expérience candidat et ensuite peut-être répondre sur la partie alliés en interne. Effectivement, une des choses à prendre en considération, c'est vraiment la partie stratégie de contenu. Réfléchir justement, alors certes, vous avez votre VP, mais aller définir une stratégie de contenu qualitative pour faire parler de vous, mais sans trop vous mettre excessivement en avant. Faut être assez subtil, mais en tout cas, c'est vraiment un travail vraiment d'éditorialité de votre marque employeur. Ça veut dire identifier des ambassadeurs pour développer ce qu'on appelle l'employé advocacy, donc leur permettre de prendre la parole sur vos sujets, de proposer aussi des formats diversifiés adaptés à vos cibles. Pour certains, ce sera le podcast, des livres blancs, un blog, des bonnes pratiques, etc. Et développer ce qu'on appelle le thought leadership, c'est-à-dire que il faut que quand on pense à vous, ce soit évident, que votre positionnement soit évident. Donc effectivement, si sur ces sujets, notamment l'employé advocacy, Kamel, je pense que tu as des choses à nous dire. Oui, si c'est important d'être authentique et plutôt que d'avoir une prise de parole de l'entreprise, même s'il faut avoir des prises de parole, on le voit juste après, mais c'est important de créer les conditions favorables pour que vos collaboratrices, collaborateurs puissent s'exprimer avec sincérité. Et de leur donner, par exemple, on a créé une formation LinkedIn, voilà, où on leur apprend à prendre la parole sur LinkedIn. On a un réseau d'ambassadeurs écoles aussi. On leur donne les outils, les ressources matérielles, humaines et financières pour pouvoir faire rayonner Decathlon dans leurs écoles, s'ils sont encore à l'école, ou dans leur ancienne école, s'ils sont alumni. Voilà. On leur, dès l'intégration via A-Team, c'est une solution A-Team de X-boarding, donc à la fois pour le pré-onboarding, l'onboarding, le cross-boarding et le off-boarding. Voilà. Et dans le onboarding, on leur dit, tiens, n'hésite pas à laisser un petit avis sur Glassdoor ou Indeed. Donc, vous voyez, on accompagne finalement leur message, leur prise de parole, parce que tu l'as dit, Tiffaine, on est scruté et 95% des candidats se renseignent en amont sur l'entreprise. Ça n'empêche pas que l'entreprise doit prendre la parole. Souvent, on veut foncer et aller droit au but en se disant, on va partager nos annonces. Il faut juste qu'on ait en tête qu'il ne faut pas aller directement là-dedans. Il y a tout un travail en amont de notoriété, de considération. Donc, on communique sur nos réseaux sociaux. Là, c'est notre campagne pour recruter, attirer des cadres femmes l'année passée. Sur les réseaux sociaux, on communique, qui permet potentiellement de créer de la considération, de l'intérêt et de les rediriger sur notre site de recrutement. Où vous voyez, on a une homepage dédiée en lien avec la campagne. Ensuite, quand on clique dessus, on va avoir même une page spécifique dédiée. On explique les parcours de nos collaboratrices. Et derrière, on aura un petit bouton qui redirigera vers nos offres. Donc finalement, c'est un tunnel de conversion que vous voyez ici. Et parce que je sais que pour beaucoup, vous êtes aussi dans une démarche héroïste, c'est intéressant d'apporter du ROI. Voilà. Donc vous voyez ce tunnel, notoriété, considération. On va arriver à de la candidature. On est passé de 190 000 candidatures avant notre plateforme de communication employeur à 424 000 l'année passée. Et là, on est à peu près 500 000, je crois, sur la projection d'ici fin d'année. Et le travail n'est pas fini. On doit par la suite les onboarder, bien les intégrer pour que nos collaborateurs puissent devenir des prescripteurs de l'entreprise. Ensuite, on gagne en notoriété, ainsi de suite. Je pense que vous imaginez le cercle vertueux qui se cache derrière. Voilà. Et puis derrière, on le disait tout à l'heure, ce qui est fondamental dans tout ça, c'est de garder la mesure. Voilà. Parce que les messages qu'on a communiqués sur notre plateforme de communication employeur, ils peuvent être obsolètes. Voilà. Et c'est hyper important de toujours vérifier, de garantir que les messages communiqués en externe soient toujours le reflet de ce qui se passe en interne. Et pour ce faire, notamment Great Place to Work, qui nous accompagne, nos enquêtes internes, nos Choose My Company nous permettent
de garder un lien, une cohérence entre nos messages portés en externe et la réalité en interne. Et Kamel, je suis obligée, je fais le timekeeper yes, parce qu'il est 45. Donc, on va devoir vous laisser vaquer à la conférence suivante. Mais effectivement, comme vous le sentez, on est emballé par notre sujet avec Kamel, donc ça pourrait durer des heures. En tout cas, effectivement, le support vous sera partagé. Vous y verrez aussi d'autres exemples sur tout ce qui est site web et réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et puis, en plus, une slide qu'on a passée rapidement, mais qui peut peut-être aider certains d'entre vous à bien comprendre, c'est justement cette slide-là, un peu d'organisation finalement de structuration RH, en tout cas chez Decathlon sur ces sujets. En tout cas, on était ravis avec Amel de vous avoir avec nous. J'espère que voilà, comme introduction de ces 24 heures RH, que ça a pu vous plaire. En tout cas, poser les différents éléments un petit peu stratégiques et éclaircir les choses pour la suite. Si vous avez la moindre question ou envie de continuer à échanger, on est tous les deux présents sur LinkedIn, donc n'hésitez pas. Et puis, nous, on est vraiment ravis d'avoir été avec vous ce matin. On reste connecté sur LinkedIn et merci pour l'invitation, Great Place to Work. Oui, merci Kamel et merci à Parlons RH pour l'invitation également. Merci à vous tous, passez une excellente journée. Au revoir tout le monde.